Bien. Bien. Donc, juste pour information à tout le monde, donc la masterclass va être enregistrée et ensuite on verra comment l'adapter, la remettre à disposition plus tard, une fois qu'on aura vraiment tout de bien cadré, de bien fait, le montage bien fait, pour ne pas qu'on loupe justement toute l'intervention du maître autour justement de ce sujet-là. Voilà, donc ce soir, il n'y aura pas une grosse introduction. Je vais tout de suite le laisser reprendre la main, partager un peu toutes les infos. Il y a plein de choses qu'on doit voir ensemble et on va tout de suite le laisser prendre le lead et puis nous conduire sur cette heure et demie là d'échange qu'on aura autour de ce sujet. Voilà, n'hésitez pas encore à partager en parallèle et si vous avez des questions, pareil, notez-les dans le chat et moi je me charge de les récupérer, de les consolider et comme vous voyez à l'écran, on va revenir dessus à chaque fois pour apporter en tout cas un éclairci à toutes vos interrogations. Voilà, donc merci bien et bonne masterclass à tous. N'hésitez pas à commenter et surtout à partager. Maestro, je te laisse la main. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, euh, j'ai envie de dire que la thématique du webinaire a été rattrapée ou dépassée par l'actualité, vu que le 25 février, quand nous avons eu la première partie du webinaire, ça s'était axé en tout cas autour du sujet qu'on avait retenu, donc improvisation, musique, gospel et plagiat, que dit le droit d'auteur. Et par la suite, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées et il y a eu un événement d'actualité qui est intervenu. Donc par la suite, on a eu plusieurs questions qui ont été posées et il s'est trouvé intéressant de quand même reprendre les éléments de réponse que j'avais donnés la dernière fois et de les rattacher à l'actualité qui est intervenue. Alors, donc, comme on disait, comme je l'ai dit dans le message, on va aborder le sujet euh, du webinaire tel qu'il était envisagé, mais cette fois-ci, on va commencer par une petite réflexion sur la nature juridique des saintes écritures, donc éléments de propriété intellectuelle. Alors, comment dire? Il se pose beaucoup de questions concernant la question de l'utilisation des saintes écritures. Savoir concrètement, est-ce que, bon, pour être très, très, très cash, hein, d'après l'élément d'actualité qui était intervenu et qui faisait l'objet de débat, c'était, il se posait la question de savoir est-ce qu'on pouvait utiliser euh, la Bible pour créer des chansons et dans quelle mesure est-ce que le fait d'utiliser la Bible pouvait être sanctionné ou pas, ou pouvait intéresser ou pas la propriété intellectuelle. Alors, avant toute chose, hein, ce soir, en tentant de répondre aux questions, je vais peut-être m'amuser à revêtir plusieurs casquettes sur lesquelles je vais jongler. Donc, il y aura la casquette de l'universitaire, il y aura la casquette du praticien et la casquette, en fait, on va dire, du mélomane ou du musicien. Donc, en fonction des préoccupations, en fonction de l'approche que je veux utiliser, je vais utiliser l'une ou l'autre de ces casquettes-là. N'hésitez pas à couper vos micros pour ne pas que ça interfère l'échange. Voilà. Donc, je vais me présenter rapidement avant de commencer ce moment. Donc, voilà, je suis Christian Capolo, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis également docteur en droit et enseignant-chercheur. Et en parallèle, je suis également musicien dans un groupe, dans plusieurs groupes en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Alors, le sujet, il est assez... Vous vous rendrez compte de la difficulté que j'ai à l'aborder, mais bon, on va essayer de bien faire les choses. Donc, le sujet, c'est la nature juridique des saintes écritures, éléments de propriété intellectuelle. Alors, la propriété intellectuelle, avant de vraiment la toucher,
il faut savoir que c'est un domaine du droit. Et s'il y a une chose à laquelle les juristes en général sont très attachés, c'est la catégorisation. C'est-à-dire, les juristes ne vont jamais, en principe, hein, ne vont jamais s'intéresser à une question sans prendre le temps de, comment dire, de lui donner une forme ou de cataloguer cette question-là dans une case qui appartient aux différents domaines de pratique. Très concrètement, lorsque vous soumettez une question à un juriste, il va passer par une opération qu'on appelle la qualification juridique des faits. Il va se dire, les faits que vous lui avez soumis appartiennent à telle catégorie. Et c'est en fonction de la catégorie à laquelle sera rattachée son intervention qu'il pourra déduire les conséquences juridiques euh, de la question que vous lui soumettez. Et c'est la même chose avec la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle ne déroge pas à cette règle-là, très concrètement. Euh, on parle de propriété intellectuelle et je vais faire, euh, on va dire, un cours rapide de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle pour qu'on soit tous d'accord. Donc, on parle de propriété intellectuelle pour évoquer un domaine du droit qui encadre les créations. Voilà. Et en fonction du type de création, on aura d'une part la propriété littéraire artistique qui va s'intéresser aux œuvres de l'esprit. Je vais revenir dessus. Et on a un autre domaine qui va s'intéresser aux innovations, donc euh, la propriété industrielle. Dans ce qu'on appelle la propriété littéraire artistique, qui va également toucher ce qu'on appelle le droit d'auteur et les droits voisins, il y a un élément fondamental qui est l'œuvre de l'esprit. Donc, avant de mener toute réflexion sur le fond de la question, le premier point, c'est de se demander, est-ce que l'élément qu'on a entre les mains fait partie de ce qu'on appelle le droit d'auteur? Le droit d'auteur, le premier point, le premier élément du droit d'auteur, c'est l'œuvre de l'esprit. Euh, vous dire, si on veut admettre que quelque chose, et j'appuie vraiment sur le quelque chose, est protégé par le droit d'auteur, il faut que cette chose-là ait la qualification de œuvre de l'esprit. Si on n'a pas une œuvre de l'esprit, on ne peut pas déclencher ce qu'on appelle des droits d'auteur. Et l'œuvre de l'esprit, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est toute création qui remplit des conditions afin d'aboutir à un régime juridique appliqué. Et pour qu'on parle d'œuvre de l'esprit, il faut qu'il y ait une création dite originale et qui fasse l'objet de fixation. Même si la fixation n'est pas un critère de protection au titre du droit d'auteur, mais cette fixation-là, elle est utile pour la preuve du droit qu'on a euh, sur une œuvre de l'esprit. Alors, maintenant, quand on revient sur ces critères-là, moi, je me suis amusé à euh, à prendre une loi, je ne vais pas la citer, mais vous comprendrez pourquoi. J'ai pris une loi euh, d'un pays en matière de droit d'auteur et je me suis amusé à me demander, est-ce que les saintes écritures peuvent être considérées, peuvent tomber euh, sous l'escarcelle, en fait, de la protection ou non par le droit d'auteur? Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on parle de la Bible, pour ne pas la citer, c'est que la Bible est une, est une création littéraire. Donc, les éléments de la Bible sont des éléments de littérature. À partir du moment où il s'agit d'un élément de littérature, la première question qui va se poser, c'est de savoir est-ce que cet élément de littérature-là est original? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on va partir dans une approche où on va commencer à toucher les différents critères de protection. Alors, le premier critère hein, de protection, c'est de se demander est-ce que l'œuvre est originale? Donc, quand on prend la Bible, on se dit forcément c'est original parce que c'est une approche qui
sort de l'ordinaire, c'est une façon de relater des faits, des histoires. Parfois, vous avez de la poésie, parfois, vous avez de la réflexion politique, vous avez de la réflexion, euh, je sais pas moi, artistique, historique. Donc, la manière dont la Bible est documentée est susceptible justement de la faire considérer comme une création littéraire. Mais est-ce que cette création-là, elle est originale? On va dire qu'elle est originale dans la mesure où la manière dont les choses sont présentées permettent de dire euh, que ça sort de l'ordinaire en tout cas. Voilà, que ça sort de l'ordinaire. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on parle d'œuvre de l'esprit, quand on parle de création, on rattache forcément la création à une personne. Et c'est là où les premiers problèmes vont se poser. Les écrits de la Bible, en fait, sont naturellement rattachés à une personne. C'est clair qu'une personne a écrit les différents livres de la Bible. Le problème, c'est que, d'une part, les écrits en question ne sont pas toujours identifiés à un auteur. On sait plus ou moins que certains auteurs, vous allez bien prendre même l'exemple, hein, il y a des livres de la Bible, en fait, pour lesquels plusieurs auteurs ont contribué. Donc, c'est la première difficulté, c'est que vous avez un livre pour lequel il y a deux, trois, quatre personnes qui ces personnes ont contribué à la rédaction de ce livre. Ce qui fait que sur le moment, on ne peut pas savoir en fait concrètement à qui on attribue une partie spécifique de ce livre. Donc déjà, on a une création qui est certainement originale, mais dont le rattachement à un titulaire pose problème. On ne peut pas aller sur le terrain de l'anonymat parce que forcément, si on tombe dans l'anonymat, euh, on a un premier blocage qui va se poser, c'est de savoir si on ne peut pas rattacher un texte à un auteur, dans ce cas-là, il n'est pas susceptible d'être protégé. Le deuxième problème qui va se poser, c'est que euh, on pourrait dire que la personne qui a écrit ce livre-là l'a fait sous pseudonyme. Mais même la pseudonymie doit pouvoir permettre d'identifier la personne qui est l'auteur de cette œuvre-là. Donc, ça pose déjà un premier problème. Une autre difficulté qui va se poser, c'est que euh, la manière dont la Bible a été écrite fait que, au niveau de la catégorisation des œuvres, on a une difficulté. C'est qu'en matière de droit d'auteur, on a plusieurs types d'œuvres. On a ce qu'on appelle l'œuvre unitaire, donc c'est une œuvre qui a été écrite par un auteur. Et également, il y a ce qu'on appelle des œuvres plurales. Dans ce qu'on appelle les œuvres plurales, il y a des œuvres dites de collaboration où plusieurs auteurs se sont entendus pour écrire l'œuvre et on peut attribuer euh, chaque partie de l'œuvre en fait à chaque auteur. Ça, c'est la première approche. La seconde approche, c'est que plusieurs auteurs se sont mis ensemble pour écrire une œuvre, mais cette démarche-là a été inspirée par une personne et ça s'appelle l'œuvre collective. Donc, l'œuvre collective appartient à la personne qui a pris l'initiative de créer l'œuvre. Et cette personne-là, elle peut être une personne physique ou une personne morale. Le problème avec l'œuvre de collaboration, c'est que dans la Bible, en fait, il n'y a pas de collaboration, puisque c'est une création littéraire qui est intervenue sur plusieurs siècles, sans que les différents contributeurs de l'œuvre, en fait, euh, de, de l'œuvre qui n'est pas encore une œuvre de l'esprit, sachent à quoi elle contribue. Quand on prend la Genèse et quand on prend l'Apocalypse, euh, les différents contributeurs de ces chapitres-là ne se sont pas mis ensemble, ne sont pas entendus pour pouvoir créer euh, euh, ce livre. Donc, on ne peut pas faire tomber la Bible sous la qualification d'œuvre de collaboration. D'ailleurs, la définition que donne la loi, c'est Mhm. une œuvre de collaboration est l'œuvre à laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes, que ce concours puisse être individualisé ou non. Donc, plusieurs personnes ont concouru, mais le souci, c'est qu'on ne peut pas individualiser
ces différents éléments-là. Donc, on pourrait parler d'œuvre de collaboration, mais la difficulté, c'est que le rattachement est très compliqué. C'est vrai qu'il y a la partie de ne puisse pas être individualisé, mais dans le fond, on a du mal à rattacher les chapitres à une personne en particulier. Et si on tombe dans l'approche de l'œuvre collective, donc l'œuvre qui a été créée sur l'initiative d'une personne qui la divulgue, la difficulté, c'est qui est l'auteur de l'œuvre collective? C'est la difficulté qui va se poser. Si on considère que la Bible est une œuvre collective, la difficulté, c'est qui est l'auteur? Forcément, vous allez vous dire, c'est Dieu. Cette réponse, elle est intéressante, mais en l'état, Dieu n'est pas, on va dire, une personne. C'est là où l'exercice devient beaucoup plus complexe. Attention, il y a une personne qui a ouvert son micro et on entend. Voilà. Donc, la difficulté avec la définition de l'œuvre collective, c'est que il faut pouvoir la rattacher, il faut pouvoir rattacher l'œuvre collective à une personne. Et en l'état, euh, on ne peut pas identifier celui qui a pris la décision de cette œuvre-là. Donc, l'œuvre de collaboration ne peut pas s'appliquer en l'état parce qu'on a du mal à rattacher les différentes contributions à un auteur. L'œuvre collective ne peut pas s'appliquer en l'état parce que cela supposerait qu'il y ait une personne, même s'il s'agissait d'une entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la difficulté à laquelle on va se heurter juridiquement. Donc, si on ne peut pas avoir d'œuvre collective, on ne peut pas avoir d'œuvre de collaboration, et même la définition d'œuvre euh, ne peut s'appliquer ici, on va tomber dans une approche qui est celle bien connue du domaine public. Mais le domaine public aura trois définitions et je vais essayer de vous montrer dans quelle mesure on pourrait faire admettre ou pas les Saintes Écritures dans le domaine public ou pas. Alors, le domaine public a trois définitions. La première définition, c'est que c'est un statut dans lequel va se retrouver des œuvres de l'esprit, donc des œuvres qui sont protégées et qui ont acquis le statut d'œuvre protégée par le droit d'auteur. Donc, c'est un domaine dans lequel vont se retrouver ces œuvres-là qui, au bout d'un certain délai, vont échapper à l'auteur. Donc, techniquement, quand on parle de domaine public, ça veut dire que au bout d'un certain nombre de temps après le décès de l'œuvre, après le décès de l'auteur d'une œuvre, l'œuvre va tomber dans le domaine public. Donc, elle sera utilisée, euh, elle pourra être utilisée par tout le monde sans avoir besoin d'autorisation préalable. Mais le domaine public, techniquement, ça ne touche que la partie droit patrimonial. L'œuvre est toujours protégée par le droit moral. Donc, quand on dit domaine public, par exemple, une œuvre a été rédigée en telle année et 70 ans après la mort de l'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser sans demander l'autorisation euh, à son auteur. Ça, c'est la première définition du domaine public. Ça, c'est le domaine public initial. À côté de ce domaine public initial, il y a ce qu'on appelle le domaine public consenti. Le domaine public consenti, en fait, c'est un système dans lequel un auteur va décider que son œuvre ne sera pas protégée. Donc, quand il dit protégée, c'est que il permet à tout le monde de l'utiliser. C'est notamment le cas avec ce qu'on appelle des licences libres, en fait. C'est-à-dire, un auteur dit, tout le monde peut utiliser mon œuvre sans avoir besoin de me verser des redevances ou de payer quelque chose ou de demander une autorisation. La difficulté avec le domaine public consenti, c'est qu'on ne peut pas, dans certains cas, savoir à quel moment est-ce que l'auteur décide que son œuvre ne sera pas soumise au droit d'auteur normal. Donc, c'est la difficulté, mais ça existe. Après, il y a ce qu'on appelle le domaine public payant. Le domaine public payant, c'est un système qui a été mis en place par certaines législations, dont notamment, qui est reconnu également par l'accord de Bangui
qui régit les droits d'auteur dans l'espace de l'OAPI. Donc, le domaine public, qui est regroupé également par plusieurs États, dit que passé le délai de protection normale d'une œuvre de l'esprit, un organisme de gestion des droits d'auteur va récupérer les redevances qui seront versées pour l'utilisation de cette œuvre-là. Donc, techniquement, on a trois différentes catégories. Et il est important de préciser que le domaine public payant, l'objectif de la redevance qui sera récupérée ici, c'est pour nourrir un fonds d'aide à la culture, d'un fonds d'aide aux actions sociales dans le domaine de la culture. Donc, ce n'est pas un domaine public qui est ouvert à, à une utilisation banalisée des œuvres, en fait. C'est dès qu'on utilise l'œuvre, les redevances qui sont payées viennent nourrir un fonds. Donc, on va dire, c'est dans l'intérêt de la culture. Alors, la difficulté ici qui va se poser, c'est est-ce que la Bible ou les Saintes Écritures appartiennent au domaine public payant? Parce que c'est la difficulté, en fait, qui va se poser. Est-ce que les Saintes Écritures peuvent être considérées comme faisant partie ou comme soumises au domaine public payant? Alors, si vous avez bien remarqué l'analyse que j'ai faite dès le début, le domaine public ne concerne que des œuvres. Je répète, le domaine public ne concerne que des œuvres. Ça veut dire des créations qui ont rempli les critères de protection par le droit d'auteur. Et forcément, la question qui va se poser, c'est que se passe-t-il si une création n'a pas été couverte par le droit d'auteur, peut être tombée dans le domaine public payant? La réponse serait non. Parce que il y a une autre définition du domaine public qui est que constitue une création qui tombe dans le domaine public tout ce qui n'est pas susceptible d'être protégé. Et, et forcément, c'est logique, hein. En matière de propriété intellectuelle, il y a un droit, il y a une théorie qui revient, ou une question qui revient, c'est les idées sont de libre parcours. On ne peut pas s'approprier des idées. On ne peut pas décider d'avoir un droit sur des théories, par exemple. On ne peut pas décider d'avoir un droit sur des éléments qui sont censés appartenir à tout le monde. Donc, à partir du moment où des créations ne sont pas protégeables, forcément, la logique voudrait qu'elles ne puissent pas tomber dans le domaine public payant. Et ce type de créations qui ne sont pas appropriables font partie de ce qu'on appelle le fonds commun, c'est-à-dire un fonds dans lequel tout le monde peut aller puiser pour créer quelque chose. Donc, techniquement, les Saintes Écritures seraient dans cette approche du domaine public parce que, en fait, de manière basique, elles ne sont pas appropriables. D'abord parce que euh, il n'y a pas d'auteur qu'on puisse identifier à qui reviendrait la propriété de ces créations-là, mais surtout parce qu'elles n'appartiennent à aucune catégorie qui permettrait justement de se dire on a affaire à une œuvre protégée et donc on pourrait justement en tirer des bénéfices euh, sous une forme d'exploitation. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a affaire à des éléments qui appartiennent au domaine public en tant que fonds commun, mais il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est que les extraits de la Bible ou les Saintes Écritures en elles-mêmes, même si elles ne sont pas protégeables parce qu'elles appartiennent à un fonds commun, cela n'exclut pas elles puissent être susceptibles de générer des droits, très concrètement. Je pense que vous avez entendu parler de la Bible de Gutenberg. Vous avez certainement dû entendre parler de Martin Luther. Alors, Gutenberg, en fait, a été le premier à mettre en place un système d'imprimerie. Dès lors que lui met en place un système d'imprimerie, le fait de prendre des éléments qui appartiennent au fond commun et de les imprimer va créer des droits.
au profit de ce qu'on appelle l'éditeur. Très concrètement, on a dans notre langage des versions de la Bible. On parle par exemple de la version d'Arby, la version Louis II, tout ce que vous voulez. Donc, même si la Bible en elle, elle n'est pas protégeable, elle n'est pas appropriable en tant qu'élément d'un fonds commun, néanmoins, la personne qui prend l'initiative de rassembler les textes de la Bible pour les diffuser, donc cet éditeur-là a des droits. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Donc, on peut utiliser un élément du fonds commun comme un élément accessible à tout le monde, mais le fait de rattacher ce fonds commun-là à un élément bien spécifique permet à la personne qui prend l'initiative de rassembler ces textes-là de bénéficier d'un droit. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, je me disais que quand on essaie de prendre euh, les différents éléments sous lesquels la Bible peut être protégée, il est possible de considérer que les personnes qui utilisent la Bible et qui en font des éditions bénéficient de ce qu'on appelle un droit de producteur de base de données. Je ne sais pas un peu si vous voyez un peu la nuance. C'est-à-dire, la Bible n'est pas protégée, mais une personne qui décide d'utiliser des textes qui sont ouverts à tout le monde et d'en faire un bouquin, cette personne-là va profiter et susceptible de bénéficier euh, d'un droit du producteur, d'un droit reconnu au producteur de base de données. Quand on parle de base de données, il ne s'agit pas de base de données numériques. Il peut s'agir de recueils physiques. Par exemple, les encyclopédies peuvent constituer une base de données. Donc, le producteur, c'est celui qui prend l'initiative matérielle et financière de constituer un recueil de textes. Donc, vous vous rendrez compte que on ne peut pas parler de contrat d'édition parce qu'un contrat d'édition suppose un auteur sur une œuvre et que cet auteur-là cède ses droits à un éditeur. Dans la mesure où il n'y a pas d'œuvre protégée et qu'il n'y a pas d'auteur, il ne peut pas avoir d'édition, il ne peut pas avoir de contrat d'édition. Donc, euh, en, en l'état, toutes les maisons d'édition que vous verrez qui vont éditer la Bible ne bénéficient pas, ne sont pas susceptibles, au regard des critères que j'ai relevés, ne sont pas susceptibles de bénéficier d'un contrat de cession pour l'édition de la Bible, parce que la Bible n'est pas protégeable en tant que contenu et il n'y a pas d'auteur qui pourrait justement s'arroger le bénéfice de la titularité pour dire je te cède les droits pour que tu puisses éditer la Bible. Donc, on va tomber sous l'approche de la protection par euh, euh, le droit des producteurs de bases de données. C'est vrai que ça fait bondir hein, quand on dit que ceux qui ont édité la Bible, en fait, sont des producteurs de bases de données, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, quand je vais vous lire la définition que la loi donne de la base de données. La base de données, c'est un recueil d'œuvres, de données ou d'éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou tout autre moyen. Donc, quand vous prenez par exemple la version Louis II, vous voyez que cette version-là a une manière de disposer les chapitres de la Bible. D'ailleurs, en plus de la manière de disposer euh, les différents chapitres de la Bible, vous verrez qu'il y a des annotations, il y a des renvois, il y a un glossaire, il y a, je sais pas moi, des index et tout. Donc, cette manière de disposer l'information fait que la personne qui prend l'initiative de l'investissement sur ces éléments bruts-là bénéficie d'un droit qui est un droit de producteur de base de données. En tout cas, c'est la démarche que moi, j'aurais mise en avant. Alors, il va également se poser une question. Euh, En droit d'auteur, par exemple, on dit que l'œuvre est protégée au même titre que le titre, ou le titre de l'œuvre est protégé au même titre que l'œuvre. Donc forcément, si euh, les textes de la Bible ne sont pas appropriables, donc non protégeables, il va sans dire que le titre Bible ne puisse pas être protégé comme une œuvre de l'esprit. Par contre, une personne qui fait des développements sur la Bible est susceptible
Donc, elle fait des développements sur la Bible. Elle peut décider justement d'avoir une réflexion sur des chapitres de la Bible. Il y a par exemple, je m'en souviens, il y a un auteur qui a décidé justement de faire une réflexion sur la vie de Daniel, qui est un personnage de la Bible. Donc, le livre de Daniel dans la Bible n'est pas protégé par le droit d'auteur. Néanmoins, la réflexion qui sera faite sur la vie de Daniel est protégée par le droit d'auteur. Donc, les textes de la Bible ne sont peut-être pas protégés par le droit d'auteur, mais le fait de les utiliser pour en faire des chansons, donc la chanson qui sera composée, elle, par contre, elle est protégée par le droit d'auteur. Voilà. Donc, on aboutit finalement à un système de... On a un fonds commun, mais une personne qui puise dans ce fonds commun-là pour créer quelque chose qui est original pourra bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Voilà. Donc, j'ai envie de revenir sur une définition, hein. Euh, dans, à l'article d'une loi, il est dit, sont considérés comme des recueils, comme recueils, les recueils d'œuvres ou de données simples de faits, tels que les encyclopédies, anthologies, bases de données, qui par le choix, la coordination ou la disposition des matières constituent des œuvres originales. Donc, les différents livres de la Bible en eux-mêmes sont des faits bruts, j'ai envie de dire. Ce sont des faits bruts qui ont été relatés, certes, mais ce sont des faits bruts. Par contre, le fait que Louis II, qui lui euh, a une maison d'édition qui a édité le. D'ailleurs, vous vous rendez bien compte qu'au niveau de Louis II, il y a plusieurs versions de Louis II, et je vais revenir dessus. Le fait d'avoir réutilisé la Bible, en fait, lui a créé une sorte euh, une sorte d'œuvre, en fait. Louis II a créé une œuvre à partir des éléments de la Bible. Donc, la version Louis II est protégée en tant que de l'esprit, mais le contenu n'est pas protégé. Le contenu brut n'est pas protégé, mais les annotations sont protégées. Parce que les annotations qui sont faites, les analyses, les démonstrations, la cartographie et tout, font partie d'une approche nouvelle. Donc, ces éléments-là sont protégés par le droit d'auteur. Voilà. Et euh, il y a, pour finir sur ce point-là, avant de passer aux questions, on aurait pu dire, par exemple, que euh, les œuvres ont été divulguées après le décès de la personne donc, qui a écrit le livre. Donc, on peut tomber sous le système d'œuvres posthumes. Mais même là encore, l'œuvre posthume, en fait, c'est un système qui ne peut pas s'appliquer ici parce que qui dit œuvre posthume dit œuvre. Donc, on revient toujours à la même problématique. Il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'élément protégeable. Donc, ça ne peut pas s'appliquer ici à la question de l'œuvre posthume. Parce que d'abord, qui dit œuvre posthume dit personne qui a écrit, qu'on puisse identifier. On ne peut pas l'identifier. On aurait pu tomber sur un système qui est celle de l'œuvre orpheline, celle à laquelle on ne peut rattacher un auteur, mais techniquement, ça ne s'applique pas parce que ça dépasse tout entendement. D'ailleurs, j'ai même envie de dire, et ça, c'est un peu le volet spirituel de la chose, c'est que euh, deux choses, hein. La Bible est conçue de sorte à ce qu'elle n'appartienne à personne pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir se l'approprier de manière intime. D'ailleurs, si on prend bien la Bible dans sa constitution, vous verrez des passages dans lesquels le Créateur précise, je vous laisse ma parole. Donc, on, on pourrait jouer en disant, il s'agit d'une sorte de domaine public consenti par, par l'inspirateur de la parole pour dire, il a décidé dans le texte de laisser à tout le monde la possibilité d'utiliser ça. Mais bon, on est juriste. On va faire du juridique et on va pas rester dans les sentiments. Donc, au niveau des sentiments, on peut dire, même la Bible reconnaît la possibilité à tout le monde d'utiliser euh, son contenu, mais juridiquement, ça n'a pas d'effet parce que cela suppose qu'il y ait un contrat. C'est vrai que la Bible est constituée en testament, l'Ancien, le Nouveau, mais le, le testament n'est pas un acte juridique, en fait. Les testaments de la Bible ne sont pas des actes juridiques. Voilà. Juridiquement, ce ne sont pas des actes qui produisent des effets. Spirituellement, oui, mais juridiquement, non. Donc, si on se base strictement sur un point de vue juridique, c'est
des créations, des textes qui nous dépassent, qui dépassent l'entendement humain et qui finalement appartiennent à tout le monde. On aurait pu considérer qu'il s'agit du folklore, mais le folklore a cela de très particulier d'être attaché à une culture. Est-ce que la Bible appartient au folklore ivoirien? Est-ce que la Bible appartient au folklore malien? Est-ce que la Bible appartient au folklore béninois ou, euh, je sais pas moi, malgache, ce que vous voulez? On ne peut pas rattacher la Bible à un folklore, en fait. Donc, ça nous prouve à quel point on a affaire à un élément qui dépasse toute catégorisation juridique. Et comme ça dépasse toute catégorisation juridique, ça appartient à ce qu'on appelle le fond commun. Voilà. J'avais évoqué la question euh, de, de Louis II. Alors, si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte que Gutenberg, quand il a créé les premiers éléments pour l'édition, euh, c'était dans les années 1400. Donc, dans les années 1400, il a mis au point euh, euh, sa machine pour pouvoir éditer. Donc, techniquement, on va se dire que la première édition du livre qui a été mis en place par Gutenberg, qui a été repris, si vous suivez un peu l'histoire de- du christianisme, vous vous rendrez compte que Martin Luther, son action de traduction de la Bible en allemand a été, on va dire, encouragée par l'invention en fait de l'imprimerie, qui est intervenue quelques années avant. Donc, lorsque Martin Luther traduit la Bible, la traduction qu'il fait de la Bible est protégée par les droits d'auteur. Les premières éditions qu'il fait de la Bible sont protégées par le droit d'auteur. Mais les textes qu'il utilise ne sont pas protégés parce que ce sont des éléments bruts. Quand vous prenez les premières éditions de Louis II, elles seront protégées jusqu'à ce que on aboutisse à tel nombre d'années après. D'ailleurs, se pose une question, et ça, je pense que les spécialistes du droit d'auteur vont certainement comprendre ce que je veux dire. Euh, on nous dit que l'œuvre est protégée durant toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Mais dans le cas d'une œuvre collective dont euh, le titulaire est ici la personne morale, à quel moment est-ce que le domaine public intervient? Parce qu'une personne morale, elle peut exister des centaines d'années. Donc, elle peut être renouvelée constamment. Donc, techniquement, on va aboutir à un système où finalement l'œuvre ne va jamais tomber dans le domaine public parce qu'une société, il y a des sociétés qui existent depuis des centaines d'années ici. Donc, techniquement, le domaine public ne va intervenir pratiquement jamais. Et c'est le type de questions qui vont se poser ça et là. Voilà, c'est quelques éléments de réponse que j'avais voulu apporter sur cette question-là. Donc, à la question de savoir est-ce que les scènes d'écriture pourraient être protégées par le droit d'auteur, ma réponse serait non, dans la mesure où il s'agit de faits bruts qui appartiennent au fonds commun, donc à un type de domaine public. Néanmoins, l'utilisation qui est faite de ces écritures-là sont susceptibles, si elles remplissent les critères de protection, d'être protégées par le droit d'auteur. Voilà. Après, le droit d'auteur, il est tellement complexe qu'il faut appliquer, il faut faire des réflexions au cas par cas, mais ce sont les premiers points d'éléments qu'on peut trouver déjà. Voilà. J'ai été très long, malheureusement, mais bon, j'espère avoir euh, évacué toutes les questions qui se posaient. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut, je vais peut-être prendre deux questions juste sur cette présentation avant de répondre aux questions qui ont été posées euh, dans, Yes, lors de la première session. Parce yes, que je sais ouais. que j'ai parlé beaucoup, donc il y a certainement des questions. Ouais, en tout cas, pour l'instant, il y en a une, donc on en a une là qui a été remontée. Et au fait, donc c'est la question, c'est comment peut-on parler d'originalité d'une œuvre tirant sa source de l'ouvrage commun? C'est vrai que je me suis aussi par Oui, hasard très, posé la, très, la très. question, surtout du fait de savoir bon, si eux-mêmes déjà ils prennent quelque chose
entre guillemets, les publics, bah, nous, si on reprend dans nos églises et on joue le dimanche, bah, c'est pas censé être problématique parce que eux non plus ne sont pas espérés de, ne Ouais. sont pas l'épuiser quelque part. Donc voilà, voici la question qu'on avait et elle vient de Miyala. C'est demi à la, salut Aurélie, parce que alors, peut-on parler d'originalité d'une œuvre tirant sa source de l'ouvrage du fond commun? Si je reprends, oui. Parce que c'est vrai que c'est accessible à tout le monde, c'est vrai que tout le monde peut avoir accès au fond commun, mais c'est la manière dont vous présentez les choses, en fait. Et je vais revenir sur le cas de, de la version Louis II. Quand vous prenez la version Louis II, vous vous rendrez compte que il y a les textes, il y a les textes de la Bible, il y a les textes qui relatent la situation, mais la manière dont ces textes-là sont présentés peut être originale parce que vous verrez, par exemple, il y a des annotations. Vous verrez, par exemple, il y a une traduction. Vous verrez qu'il y a des ajouts qui permettent de mieux comprendre, en fait, le contexte. C'est un peu comme, par exemple, un élément très simple, hein. Quand vous prenez, mais ça, c'est c'est un exemple très intéressant. Les textes de loi ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Voilà, parce que ça appartient au fonds commun. Par contre, quand vous prenez il y a des éditions juridiques qui vont reprendre le texte de loi et qui vont l'expliquer, qui vont préciser son contexte, qui vont préciser son contenu, qui vont apporter des éléments de contextualisation. Cette façon de présenter les textes qui appartiennent au, au fonds commun est originale. Par exemple, euh, tu prends la Bible et puis il y a des tableaux de concordance. Donc, les tableaux de concordance, en fait, c'est une approche originale parce que ça permet justement de, de comprendre ce que tu lis qui appartient au fond commun. Parce que le fond commun n'implique pas de savoir euh, euh, ce que signifie, par exemple, tel statut, tel élément, tel lieu. Donc, c'est l'explication qui sera faite de ce fond commun-là qui permet finalement euh, d'avoir affaire à une œuvre qui est nouvelle, donc qui est originale. C'est une approche. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler justement d'originalité. Le fait, par exemple, de prendre une histoire, par exemple, l'histoire de Ruth, la Moabite, et ça, c'est un exemple qui est très intéressant. Il y a un groupe en Côte d'Ivoire, par exemple, qui s'appelle le groupe Résurrection, qui avait à l'époque créé, euh, comment ça s'appelle déjà là, une comédie musicale basée sur la vie de Ruth la Moabite. Mais l'histoire de Ruth la Moabite, on la connaît très bien. Mais la manière dont cette histoire a été relatée fait que l'œuvre du groupe Résurrection est une œuvre originale. C'est là qu'on parle d'originalité. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle le droit voisin. Mais c'est un peu biaisé parce que qui dit droit voisin dit droit d'auteur. Donc, le fait d'interpréter des éléments qui appartiennent au fond commun, la manière de l'interpréter fera qu'il s'agira d'une œuvre nouvelle, donc une interprétation qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est là qu'on va parler justement Yes, de, yes, yes, yes. d'originalité. Yes, alors je pense qu'on a une main levée de Loni. On n'a pas de d'autres questions. Du coup, Loni, on te laisse la parole. Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Oui, oui. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Désolée pour le retard, j'avais un peu de retard pour me connecter. Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde. Salut Euh, Yannick. Christian avait un petit peu tendu la main tout à l'heure en parlant de la durée des droits d'auteur pour les personnes morales. Il me semble que c'est 70 ans, enfin les droits d'auteur durent pendant 70 ans à partir de la date de la première publication. Mhm. Ok. Voilà, même si la personne morale survit après, Mhm, comme tu mhm, disais, mhm. une société en général, elle dure 99 ans, mais les droits d'auteur, eux, ils tombent dans le domaine public après. Super, super. Et tu disais que les Saintes Écritures font partie d'un fonds commun, enfin, elles ne sont pas protégées, en tout cas pas par le droit, Mhm, et que enfin, un chant chrétien, par exemple, qui reprend les Saintes Écritures, euh, éventuellement, il y aurait des droits voisins, tu dis, seulement s'il y a un droit d'auteur.
C'est ça, hein? Non, non, en fait, Donc, justement, ouais. je n'ai pas déclaré. Je dis, Ah, ce d'accord, serait bizarre d'accord. de parler de droit voisin alors qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, Ah, d'accord. ça ouvre la Ok. réflexion parce que qui dit, Ben, justement, voilà, c'est, justement parce qu'en fait, je me demande s'il y a quand même pas de droit voisin, parce que je pense notamment, et il y en a beaucoup dans le répertoire des chants chrétiens, où il y a, enfin, toutes les paroles reprennent un texte biblique Mhm. tel quel. Et Ouais. notamment, bah, je pense par exemple au Notre Père de Glorious, ou voilà, Mon berger, l'Éternel est mon berger, par exemple, c'est vraiment enfin, le psaume en fait qui est repris. Et dans Mhm. ce cas-là, effectivement, il n'y aurait pas de droit d'auteur du parolier. Par contre, le compositeur, lui, il a des droits. Tout à fait. Voilà, donc le compositeur, il a des droits, mais du coup, le chanteur aussi. Oui. Enfin, Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. Il n'y a de droit voisin que s'il y a du droit d'auteur. Je ne sais pas en fait, mais ouais, c'est une bonne question, hein, c'est une ouais. bonne question. Parce Mais qu'est-ce qu'on peut clairement, avoir des droits voisins? Est-ce que le chanteur peut avoir des droits voisins sur son interprétation, alors même que les paroles, elles sont pas protégées, tu vois? Je sais pas. ouais, voilà, c'est un des casse-têtes juridiques avec cette situation parce que techniquement, c'est OK, on a fait un fonds commun, mais que se passe-t-il d'une personne qui utilise le fonds commun? Bon, on va dire, euh, elle crée une œuvre nouvelle. Mais même là, pour parler d'œuvre nouvelle, cela signifie il y a une œuvre préexistante. Or, il n'y a pas d'œuvre. Bon, OK. C'est toute la difficulté avec ça. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que l'interprète, il y a une chose qui est intéressante, c'est sa manière d'interpréter. Euh, Au-delà des textes qui sont utilisés pour son interprétation, c'est son interprétation, la manière d'interpréter qui sera euh, protégée en fait. Voilà. Donc techniquement, il est clair que lui, il ne se fera pas poursuivre pour plagiat sur des textes qu'il a déclamés. Néanmoins, il peut revendiquer une originalité. Je pense notamment à Exo Eclat qui a repris le Notre Père de manière, mais bon, en fait, littéralement, on a la patte Exo Eclat. Oh, on sait que c'est Exo Eclat qui l'a fait comme ça. Donc, à ce niveau-là, l'originalité, certainement, et là, on va tomber sur un sujet qui me passionne en particulier, on aura affaire en fait à des présomptions. On va estimer qu'il s'agit d'un élément qui a été créé de toutes pièces pour s'appliquer à cette situation-là qui est, certes, on n'a pas de droit d'auteur, mais le droit voisin, en fait, va exister per se, en fait, par lui-même. Parce qu'on a affaire à une œuvre nouvelle, à une interprétation qui sort de l'ordinaire. Même si le terme qu'il a utilisé appartient à tout le monde, mais là, on sort vraiment de l'ordinaire. Donc, euh, Ouais, donc voilà, mais c'est vrai que ça pose question, hein. mais oui, parce Ça- que ça fait penser ça- aussi au film tiré de la Bible. Hmm, hmm, Alors, quand le film euh, raconte l'histoire telle qu'elle et ne sort pas du tout, enfin, ne raconte pas autre chose que ce que disent les Saintes Écritures, il y a quand même l'interprétation des acteurs. Mais alors, oui, mais quand, par contre, comme dans The Chosen, je ne sais pas si tout le monde connaît la série The ouais. Chosen, là, par contre, c'est pas qu'on ne s'écarte pas des Saintes Écritures, mais au contraire, enfin, le film, j'ai l'impression qu'il raconte l'histoire qu'il y a entre les lignes. Mhm. Voilà, c'est-à-dire ce que dit l'histoire en arrière-plan des Saintes Écritures, en fait. Ouais, Et là, effectivement, comme tu dis, ça rend, enfin, comme les annotations dans les Bibles, ça rend le travail original. c'est ça. Le résultat est original à ce moment-là. Oui. Oui. Merci. Ah, de rien. Yes, maestro, du coup, on n'a pas de Je sais pas questions. si... Je pense qu'on peut. y a pas d'autres questions, hein. Non, pour l'instant, j'en ai pas. N'hésitez pas hein, si vous en avez directement dans le canal, mais j'en vois pas, donc je pense qu'on peut passer à l'autre partie. Ok, d'accord. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais partager mon écran pour répondre aux questions qui ont été posées la dernière fois. Oui, bonjour. Désolé, je peux pas poser de questions parce que je suis en voiture. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui. Euh, du coup, je voulais juste pour revenir sur la traduction par exemple, le Notre Père. Le Notre Père qu'on chante en français a été traduit par quelqu'un.
Donc, du coup, la traduction, elle est sous le droit d'auteur. Donc, est-ce qu'il y aurait quand même pas... Voilà. C'est c'est une très, très bonne question, Josué. Alors, on va retomber dans la même problématique. Vu que l'œuvre originale, bon, il n'y a pas d'œuvre originale, mais littéralement, il n'y a pas d'œuvre originale. Néanmoins, la traduction qui est faite est une œuvre à part entière. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on vient protéger ici, ce qu'on vient honorer ici, c'est l'effort de traduction. Donc, la traduction qui est faite, elle est protégée. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, Ouais, euh, c'est pas DeepL, hein, c'est pas, tu injectes le texte dans un outil et tu le traduis littéralement. C'est des personnes qui se sont dit, là, c'est dans telle langue qui n'est pas accessible à d'autres et je fais le travail, en fait, de traduire. Donc, certes, l'élément de base n'est pas appropriable, mais la traduction, vu qu'il s'agit d'un effort en fait créatif, la manière de reprendre les termes, la manière de trouver les bons éléments, cette traduction-là peut être protégée. Parce que là, techniquement, c'est original en fait. L'approche est originale. Mais d'accord. encore faut-il que cet élément qui est traduit là puisse avoir une patte. C'est là où ça va être très compliqué en fait à rattacher euh, la, la création à un auteur en fait. Qui a été le premier à traduire, à traduire le notaire? Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois? C'est ça en fait. Qui a Mm. été le premier à le traduire? On n'a pas concrètement, allons-y quoi, trouvons un auteur. Par contre, ce que je disais par rapport à l'œuvre de Martin Luther, Luther, il a traduit la Bible en allemand. Donc, il a été l'un des premiers en fait à le faire à cette échelle-là. Donc forcément, lui, il a une appropriation qui sera faite, tu vois. Euh, D'accord. par contre, attention, Ah, voilà. Donc, par contre, pour les autres, c'est plus touchy en fait. On peut pas l'attribuer un droit d'auteur parce que lui, il a ouvert la voie et les autres se sont engouffrés dans la brèche. Donc, ok. c'est un peu la difficulté. On retombe sur le serpent qui se mord là que il n'y a pas D'accord. d'œuvre originale, donc forcément la traduction n'est pas susceptible de bénéficier d'une protection. Mais quand on tombe dans le cas, par exemple, très spécifique de Martin Luther, pour lequel on sait qu'il a été le premier à procéder à cette traduction-là, lui, pour le coup, il peut bénéficier de. Ouais, donc voilà. Ioni, oui, merci beaucoup pour Oui, ton. Ouais. juste précision, je ne pense pas qu'on puisse appliquer le droit d'auteur rétroactivement, hein, parce que Martin Luther, il a traduit la Bible Mm. alors même que le droit d'auteur n'existait pas encore. Exactement, Ouais. exactement. On peut pas. Parce que, en plus, justement, pour ajouter à ce que tu dis, et ça même, l'accord de Bangui le prévoit, hein, ça ne peut intervenir rétroactivement que dans une durée. Par exemple, ils disent dans un délai de tel nombre d'années euh, précédant la loi. Donc là, on est très loin. On est extrêmement loin, en fait, de toutes les lois modernes en matière de droit d'auteur. Donc, ça ne va pas s'appliquer, notamment. Je peux même vous lire le passage, mais bon, ça va vous donner mal à la tête. Donc, par exemple, voilà, donc c'est la disposition de, de la loi, d'une loi, pour faire ne pas donner l'identité de la loi. Donc, il y a une loi qui, sur le sujet en question, dispose, les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux œuvres créées, aux interprétations qui ont eu lieu ou ont été fixées euh, et qui ont été publiées avant son entrée en vigueur, à condition que ces interprétations ne soient pas encore tombées dans le domaine public en raison de l'expiration du délai à laquelle elles ont été soumises à la législation précédente ou dans leur pays d'origine. Donc, en fait, il faut que la protection qu'on veut lui accorder ici ne soit pas tombée dans le domaine public. Or, toutes les lois qu'on connaît, euh,
elles sont très récentes hein, par rapport à l'histoire de l'édition, de l'imprimerie, de ce que vous voulez. Elles sont très récentes. Donc, aucune des lois qu'on connaît aujourd'hui n'est susceptible de mettre la main sur ces traductions-là. Donc, forcément, voilà. Donc, on aurait pu à l'époque se dire, il a traduit, c'est protégé, mais malheureusement, toutes les lois récentes là ne sont pas susceptibles de pouvoir toucher cette traduction-là. Donc, on retombe dans une sorte de domaine public aussi. Super, merci beaucoup. De rien. Merci, Yoni. Alors, pas de questions. Donc, on va revenir sur notre tableau. Alors, vous voyez bien mon écran, j'espère. Yes, yes, c'est parfait. Alors, ok, super. Bon, il est 20h58, on finit à 21h30, donc on va essayer d'aller rapidement. Je vais réduire. Ok, super. Alors, une question qui a été posée lors du dernier webinaire, c'est le fait d'être la première personne à diffuser une musique sur une plateforme en ligne, fait-elle de nous l'auteur de cette œuvre? Euh, Cette œuvre est-elle protégée? Sinon, comment réclamer mon dû lorsque mon œuvre est reproduite indûment? Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées. Euh, alors, le fait d'être la première personne à diffuser une œuvre sur une plateforme fait-elle de nous l'auteur de cette œuvre? Alors, le critère de protection d'une œuvre, ce n'est pas la diffusion sur la plateforme. Le critère de protection d'une œuvre, c'est euh, que l'œuvre soit originale et qu'il y ait une forme en fait d'expression. Donc, même si une œuvre a été créée, qu'elle n'a pas été diffusée sur une plateforme, elle est quand même protégée si elle est originale. Le fait de la diffuser sur une plateforme, c'est juste ça permet juste d'exercer un de ces droits qui est le droit de représentation qui permet de communiquer l'œuvre au public. Voilà. Donc, le fait, par exemple, de communiquer l'œuvre au public, ça permet d'exercer un droit, mais ce n'est pas créateur de droit. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Donc, le droit d'auteur existe parce que l'œuvre a été créée et qu'elle est originale et qu'elle est fixée et qu'il est facile de pouvoir la rattacher à quelqu'un. Donc, le fait de mettre sur une plateforme, en fait, c'est pas ça qui permet à une personne d'être titulaire de droit. Néanmoins, en le faisant, cette personne-là ne fait que, on va dire, exercer son droit d'auteur. Voilà. Donc, il y a cette notion-là d'existence du droit qui va s'ajouter à l'autre qui est l'exercice du droit. Un droit peut exister et on peut décider de ne pas l'exercer. Donc, c'est la nuance entre les deux. Donc, est-ce que cette œuvre est protégée? Donc, je viens de répondre à la question. Sinon, comment réclamer mon dû lorsque l'œuvre est reproduite indûment? Alors, ce qui va se passer, c'est que ce que ne dit pas sa question, c'est que lorsque une personne crée son œuvre qui est originale, sur laquelle va se trouver des droits d'auteur, elle peut faire la démarche. Il y a un micro qui est ouvert, donc ça fait écho. Euh, Essayez de fermer vos micros parce que ça fait écho derrière, malheureusement. Donc, lorsque l'œuvre est créée, une personne peut décider justement d'adhérer à ce qu'on appelle une société, euh, une société de gestion collective des droits d'auteur qui va se... Cédric, tu peux couper le micro qui est ouvert, hein, s'il te Je plaît. cherche, mais normalement, tout le monde est coupé, donc c'est bizarre. Normalement, là, ça doit être bon. Oups. Je vois Touré. Normalement, c'est fermé, là. Pour tout le monde. Non,
il ne devait pas avoir de problème. Et à chaque fois Dés- que la personne rentre, justement, j'essaie de désactiver automatiquement. Alors, essaie de désactiver pour tout le monde. Moi, je vais me réactiver Ouais, après. je fais ça. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec... Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, une personne qui a une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur peut décider d'adhérer à une société de gestion collective du droit d'auteur, notamment la SACEM en France ou un bureau de gestion de droit d'auteur dans un pays. Et c'est cet organisme-là qui sera chargé justement de récupérer euh, les redevances qui seront payées lors de l'utilisation de son œuvre. Si une personne constate que son œuvre est utilisée de manière indue, alors elle peut mettre en place une stratégie en amont et en aval. Donc, la première stratégie, par exemple, c'est de dire de se rapprocher de toutes les plateformes de diffusion ou même de tous les sites, hein. Et ça, c'est ce qui revient notamment avec Facebook, de dire que toutes les fois où l'œuvre sera diffusée, que ce soit en fond sonore ou de manière principale sur ces plateformes-là, qu'il y ait un blocage systématique. Donc, c'est ce qu'on appelle par exemple des mesures techniques de protection. Donc, décider de bloquer systématiquement toute utilisation qui sera faite de son œuvre sans son consentement. Donc, ça, c'est en amont. En aval, s'il constate que son œuvre a été reproduite sans son consentement, il peut justement mener euh, une action en justice pour demander à ce que, bon, une action en justice au sens large, hein. Donc, envoyer une lettre de mise en demeure à la personne qui utilise son œuvre, pour lui demander de cesser d'utiliser son œuvre. Et si cette action-là n'est pas couronnée de succès, elle peut décider justement de poursuivre en justice. Voilà, donc c'est possible justement d'utiliser les moyens judiciaires pour pouvoir se faire entendre. Voilà. Deuxième question. Question 2. Concernant l'exemple de Cédric qui compose un solo, publie sur les réseaux sociaux et c'est repris dans un son pas un tiers, pourquoi c'est une contrefaçon dans la mesure où Cédric n'a pas déposé cette composition comme, comme droit d'auteur? Alors, la réponse à cette question-là, je l'ai déjà donnée dans la première réponse. Le droit d'auteur, le critère de protection du droit d'auteur, ce n'est pas le dépôt. En matière de marque, le fait de déposer sa marque, c'est, en tout cas dans le système français, dans certains systèmes, en fait, c'est le dépôt qui est constitutif, qui déclenche le droit. En matière de droit d'auteur, le dépôt n'est pas constitutif du droit. Ce n'est pas le dépôt qui justifie l'existence d'un droit. Et d'ailleurs, il y a dans le langage courant une erreur qu'on fait souvent où on dit j'ai breveté ma chanson. On ne brevette pas une chanson. Une chanson ne peut pas être brevetée, en fait. On n'a pas besoin de déposer une chanson pour qu'elle soit protégée. Non. Lorsqu'on parle de la déclaration qui est faite auprès d'un organisme de gestion collective, c'est pour que cette chanson-là puisse entrer dans le catalogue de cet organisme-là pour qu'il soit suivi pour la gestion collective qui en sera faite. Donc, si Cédric lui fait son solo sur les réseaux sociaux et que son solo est original, l'œuvre est protégée. C'est là toute la beauté du droit d'auteur et en même temps toute sa complexité, en fait. Il n'y a pas d'élément préalable de protection. Dès lors que l'œuvre a été créée et qu'elle est originale et qu'elle a été fixée quelque part, notamment sur une vidéo ou ce que vous voulez, elle est protégée. Donc, il a utilisé le terme, c'est une contrefaçon dans la mesure où il n'y a pas eu autorisation. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'utilisation d'une œuvre protégée, toute utilisation d'une œuvre protégée n'est pas systématiquement une contrefaçon parce que la loi prévoit ce qu'on appelle des exceptions. C'est-à-dire, Cédric, il a fait son solo, il a publié sur Internet et tout le monde voit son solo. Le fait de reprendre le solo de Cédric pour en faire un beat
dans sa chambre ou pour pouvoir jouer dessus à l'occasion de la fête de Noël en famille, ce n'est pas une contrefaçon parce que ça rentre dans la liste des utilisations qui sont admises par la loi. Par contre, si le solo de Cédric est utilisé et samplé dans une chanson qui, elle, à son tour, est diffusée et que il n'y a pas mention du fait que cette chanson-là appartient à Cédric, ou en tout cas, le solo en question est, est, est une, est une création de Cédric, là, il peut avoir contrefaçon. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des œuvres composites, c'est-à-dire il y a une œuvre préexistante à laquelle sera rattachée une œuvre nouvelle. Donc, il y a deux œuvres qui vont exister dans une seule œuvre. Et l'œuvre composite, elle ne peut en principe être faite que si on a l'autorisation, l'auteur de l'œuvre nouvelle a l'autorisation de l'auteur de l'œuvre préexistante. Ou en tout cas, il a, il est en mesure en fait de pouvoir revendiquer qu'il a eu une autorisation pour le faire. Ou, et dans tous les cas, il faut qu'il précise que l'œuvre ancienne appartient à une personne. Donc, il faut il exerce ce qu'on appelle son droit moral, en fait. Donc, préciser le nom de la personne dont a été utilisé l'extrait pour son œuvre. Une autre question, c'est copier dans une partie ou juste 10 secondes de la mélodie d'un chant n'est pas considéré comme du plagiat. Ah oui, en fait, je reprends la question. Est-ce que le fait d'utiliser une partie ou juste 10 secondes d'une mélodie d'un chant peut être considéré comme du plagiat? Alors, cette question-là, j'y ai répondu à l'instant. Donc, il y a une chanson qui existe déjà et c'est repiqué dans une nouvelle chanson. Donc, on a affaire à ce qu'on appelle une œuvre composite. En principe, quand vous utilisez un extrait d'une œuvre, alors il faut faire attention parce que il y a ce qu'on appelle euh, des exceptions, hein. Donc, par exemple, le fait une citation d'un court extrait n'est pas susceptible d'être constituée n'est pas susceptible de constituer une contrefaçon parce que l'extrait, il est court. Mais, mais, dans le cadre de ce type d'utilisation-là, donc vous utilisez une partie d'une œuvre, mais que vous l'utilisez pour une œuvre nouvelle, vous êtes obligé de préciser la personne à qui appartient cet extrait-là de mélodie. Parce que c'est l'œuvre qui est protégée et c'est toute l'œuvre qui est protégée. Même si vous prenez un bout, il faut que vous soyez en mesure justement de préciser que le bout que vous avez utilisé appartient à quelqu'un qui n'est pas vous. Voilà. Donc après, ça se jauge, hein. Si vous prenez une partie qui constitue le tiers d'une chanson préexistante sans le dire, forcément, c'est du plagiat. Parce que vous l'utilisez comme si c'était votre chanson. Si c'est 10 secondes d'une chanson qui fait 20 secondes, parce que n'oubliez pas, par exemple, vous pouvez avoir une création qui, un court extrait, hein. Quand je vous dis, par exemple, mais là, on va tomber dans des questions qui sont plus techniques, hein. Si je vous dis ta 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 ra, tout de suite, vous pensez à quoi? Cet extrait-là, ce que je viens de faire. Ta ta C'est ta le ra, jingle de la SNCF. le jingle de la SNCF. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un artiste anglais qui a repris le jingle de la SNCF et qui en a fait une chanson. Vous savez de qui il s'agit ou pas? Non, pas du tout. Donc, il y a un artiste, voilà, il y a un artiste anglais justement qui a repris le jingle de la SNCF et qui en a fait une chanson. Mais pour le faire, il a demandé l'autorisation à la SNCF pour l'incorporer dans son œuvre. Parce que le jingle peut être déposé à titre de marque, mais également, vu que c'est original, ça peut être une œuvre de l'esprit. Donc, si vous utilisez 10 secondes d'une mélodie, mais que les 10 secondes en question, c'est la moitié de la mélodie, forcément, vous êtes en plagiat. Donc, lui, il a repris, il a samplé le jingle de la SNCF dans sa chanson. Et il a déclaré qu'il s'agissait justement d'un- d'une œuvre en fait préexistante. Voilà. Donc, ce n'est pas le caractère court ou long,
C'est surtout, mais ça va s'appliquer au cas par cas. Si vous prenez 10 secondes, une chanson qui fait 10 minutes, le plagiat ici, il sera plus difficile en fait à être établi en fait. Mais dans tous les cas, il va falloir bien que vous précisiez d'où est-ce que vous avez tiré ça. À moins qu'il ne s'agisse en fait d'une réminiscence, mais ça, c'est autre chose. Waouh, la question est très longue. Mais je pense que c'est une question qui va revenir encore, hein. Après cette salve de questions, on va passer aux questions-réponses, hein. Bonjour, par principe, sont protégés en droit d'auteur les œuvres de l'esprit original, traduisant l'expression des choix libres, créatifs au sein de la jurisprudence de la CJUE. Oh, ça, c'est un juriste qui l'a dit. L'improvisation stricto sensu ne semble pas revertir ces conditions de protection. Toutefois, j'ai le sentiment personnel que l'improvisation semble pouvoir traduire l'empreinte de la personnalité d'un auteur, pour certaines œuvres en tout cas. En ce sens, j'ai l'impression que la volonté du législateur et du juge traduisent davantage une volonté de limiter l'accès au droit d'auteur, de sorte que seules certaines œuvres puissent accéder à un tel régime de protection, au détriment d'une porte ouverte à la protection de toute œuvre, lesquelles ne seraient pas protégeables. Toutefois, je ne trouve pas la solution pleinement satisfaisante. Dans le cas d'un contentieux, selon vous, comment un auteur d'une improvisation peut-il tenter de prouver que son œuvre est protégeable en droit d'auteur? Ça, c'est un juge qui a posé cette question. Alors, ah là là, l'improvisation. En fait, on retombe toujours sur les mêmes principes, hein. Euh, il faut que l'improvisation soit originale. À la limite, hein, une improvisation qui utilise les éléments de fond commun, et là, je parle vraiment d'un élément de fond commun, elle ne sera pas forcément originale, dans la mesure où euh, le blues a ses canons, le jazz a ses canons, le gospel a ses canons. Donc, si vous reprenez ce que les musiciens appelleraient une descente euh, d'accords, pas une descente d'organes, une descente d'accords, forcément, vous ne faites rien de spécial en fait. Même si vous, entre guillemets, improvisez, si vous faites une descente, vous ne créez rien d'original. Il n'y a rien d'original en fait. La véritable originalité, c'est on sent qu'il y a la patte de celui qui procède en fait à cette improvisation-là. On peut identifier ce qui a été fait à un moment bien spécifique. D'ailleurs, j'ai bien envie d'utiliser deux exemples, mais qui ne sont pas dans le gospel, mais qui vous diront certainement quelque chose. Il y a euh, l'album de jazz le plus connu de tous les temps et le plus vendu de tous les temps, qui est une manifestation pure en fait de ce que c'est que l'improvisation. Donc, non, euh, l'album de Miles Davis. Alors, il se trouvait que pour cet album-là, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Miles Davis avait donné des grandes lignes à ses musiciens et il leur a dit plus ou moins ce qu'il attendait d'eux. Et quand ils sont arrivés en studio, il leur a demandé, en plus de tout ce qu'ils savaient, qu'ils jouent en fait de manière improvisée. Et c'est cette improvisation-là qui a été captée. En plus des grands éléments qui avaient été donnés comme directive en fait par Miles Davis. Alors, forcément, on a les grands canons du jazz qui sont établis pour sa chanson qui forcément sera originale. Et il y a l'ouverture de l'improvisation aussi qui a été permise en fait par Miles Davis ici. Mais il va se trouver que l'improvisation qui est faite ici vient nourrir en fait un canevas. Donc, même si chacun des musiciens a improvisé, mais son improvisation est rattachée ici à des directives en fait. Donc, techniquement, même si on parle d'improvisation, est-ce- c'est une improvisation originale parce qu'elle vient rentrer dans un mot plus important qui est les grandes lignes qui ont été données par l'auteur. Il y a également un autre exemple en fait que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il y a, il y a un artiste de rap américain. Il était en studio, il était en train de créer une chanson, il avait déjà le beat, donc la base rythmique, mais il y a un élément
mélodique qui lui manquait. Et d'après, en tout cas, tel qu'il raconte l'histoire, pendant qu'il était en train de monter la chanson, à un moment, il s'est levé, il allait prendre quelque chose pour manger ou pour boire. Et pendant qu'il est parti, il y a un des pianistes qui est venu s'asseoir sur un piano et qui a commencé à jouer deux, trois notes. Et lorsque l'artiste revenait en studio, quand il a écouté les notes que le pianiste était en train de jouer, qui étaient des notes totalement improvisées, il a dit, c'est exactement ce type de choses-là que je voulais. Donc l'improvisation qui a été faite là est incorporée à l'œuvre et c'est grâce à cette improvisation-là qu'on reconnaît aujourd'hui le fait à dire, si je vous mets cette chanson-là, les 5 premières secondes de la chanson vous seront reconnaissables, justement à cause de cette improvisation qui a été faite. Donc, elle est originale, elle sort de l'ordinaire. Elle crée tout de suite une tension artistique, en fait, qui nous permet de nous dire, c'est cette œuvre-là, en fait, qui a été créée. Donc, après, ça s'apprécie au cas par cas, comme je l'ai dit. Il y a eu l'affaire Calogero qui reprenait. Voilà, donc c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Mais dans tous les cas, on va forcément revenir sur l'appréciation de la personnalité de l'auteur et tout ça. Oui, Benjamin, bonjour à toi, tu peux ouvrir ton micro. Oui, vas-y, Benjamin. Oui, Benjamin, on ne t'entend pas. J'ai l'impression que tu as un problème de micro. À la limite, tu peux écrire dans le chat. Oui, je pense qu'il doit avoir un problème de micro parce que normalement, c'est son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Ah, c'est dommage. Mince, l'accès au micro est fermé. Ah, zut. Oui, là, c'est bon, on t'entend. Ah, là, c'est bon, là? Oui, c'est bon. Ah, bah, nickel. J'allais dire, bon, déjà, je vous remercie pour la réponse que vous m'avez apportée. Et enfin, la question qui était sous-jacente derrière ça, c'est par rapport à la casquette d'universitaire que je mets ce soir. C'était notamment, je suis dans le cadre de rédaction d'un mémoire sur la protection des gestes techniques dans le domaine du qui, pour moi, avait des problématiques qui rejoignaient justement l'improvisation. Mhm. Et comme je vous disais, je trouve la réponse, enfin, je trouve l'état de droit actuel qui n'est pas pleinement satisfaisant, dans le sens où actuellement, j'ai l'impression qu'on va davantage protéger le geste technique sur le fondement du droit à l'image, vu que le juge n'est pas encore prêt ou ne souhaite pas le protéger par le droit d'auteur pour des considérations qui vont être, par exemple, on peut difficilement empêcher un tiers de se mouvoir de telle manière, vu que Mhm. défendu par la liberté d'aller et venir et la liberté d'expression dans une certaine mesure. Et justement, pour moi, il y a certains gestes, on a le sentiment qu'ils sont improvisés, mais toutefois, enfin, selon moi en tout cas, ils révèlent l'expression de choix libre et créatif qui pourrait être protégeable en droit d'auteur. Et selon moi, sur le plan purement théorique, il n'y aurait pas d'obstacle à une protection de droit d'auteur, Mhm. mais en pratique, on va quand même restreindre et on va empêcher cet accès justement au droit d'auteur. Et c'est justement ça qui me faisait souci. Mais du coup, le fait éventuellement de partir sur le fait que l'auteur sportif qui réaliserait une improvisation euh, au sein d'une œuvre de l'esprit, à ce moment-là, l'improvisation pourrait accéder à la protection de manière indirecte, mais même par ce biais-là, je le trouve pas pleinement satisfaisant non plus. Mais je pense Ouais. qu'en tout cas, on n'aura pas une réponse qui satisfera les sportifs en tant qu'auteurs de façon certaine à ce niveau-là. C'est clair. Alors, j'ai bien envie d'utiliser euh, on va dire, le fait que je sois l'hôte du jour. Je vois Maître Yvon qui est connecté. Ce serait bien, en fait, qu'il donne son point de vue sur la question. S'il peut ouvrir son micro, si possible, hein. Sinon, ce serait bien d'avoir un spécialiste de. J'aimerais Bon, bien que la alors, question puisse être reposer. reformulée.
Alors, l'idée, justement, c'est de se demander d'abord, bon, déjà, je précise, hein, Maître Yvon, c'est mon maître, en fait, c'est mon mentor. Bon, au moins, c'est dit. Et c'est un spécialiste, c'est le spécialiste en matière de droit d'auteur en Afrique en général et en droit d'auteur en France. Donc, la question qui se pose, justement, c'est celle de savoir si le geste technique des footballeurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit, peut être protégé ou non par le droit d'auteur. Même si il y a des tergiversations sur le sujet, sur quelle base pourrait-on se poser en fait, parce que comme généralement il s'agit de gestes parfois improvisés, est-ce qu'on pourrait considérer que ces gestes-là peuvent être rattachés à la définition de l'improvisation telle qu'on la connaît au droit d'auteur? Et si oui, si elles doivent être considérées comme protégeables par le droit d'auteur? Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Quels sont les éléments qui pourraient militer ou non euh, pour l'admission de la protection des gestes techniques ou des gestes de célébration des joueurs par le droit d'auteur? Ah, bon. Alors déjà, je dirais qu'il y a une première information importante, c'est le fait qu'en droit d'auteur, on n'exclut pas par principe une catégorie de création. Donc ça, c'est déjà une première règle. Donc, ce qui peut exclure, ce ne sera pas le fait qu'on parle de football. Ensuite, en droit d'auteur, on ne protège pas la technique. Donc, si les gestes sont purement techniques, forcément, ils échappent à la condition d'originalité. Je crois que Maître Capolo l'a très bien indiqué. L'essentiel, c'est l'originalité. Donc, pour qu'on arrive à considérer qu'un geste technique euh, est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur, il faut arriver à démontrer en quoi ce geste a- est empreint d'originalité. Donc voilà, la démarche est celle-là. Celui qui a posé la question a dit que rien n'était satisfaisant. Oui, tout est très compliqué. N'oublions pas qu'aujourd'hui, pour l'instant, jusqu'à ce que, c'est un clin d'œil que je fais à Maître Capolo, jusqu'à ce que on accepte les suggestions d'une partie de la doctrine, Mm. dans celle proposée par Maître Capolo dans sa thèse, jusqu'à ce qu'on considère que euh, les créations sont a priori originales jusqu'à preuve du contraire. Mm. À ce stade, aujourd'hui en tout cas, en l'état du droit positif, c'est à celui qui prétend que sa création est originale d'en apporter la La démonstration. preuve, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il ne sera pas évident pour un sportif qui ne fait qu'un simple geste technique, hein, je précise, de convaincre de l'originalité de ce geste. Voilà. En Mm. revanche, si il arrive à démontrer que son geste sort de l'ordinaire, que c'est un geste qui n'a jamais été exécuté et qui ne découle pas de manière naturelle, et là ça Naturel. rejoint ce qui a été dit concernant l'improvisation en matière de jazz, qui ne découle pas de manière naturelle de gestes existants, à ce moment, oui, on pourrait parler d'originalité. Donc j'ai bien compris que celui qui a posé la question travaille Absolument. sur le sujet. Je pense que, bah, oui, ça m'étonnerait qu'il arrive à une conclusion, ouais, j'ai envie de dire, définitive, à une réponse nette. Voilà. Ici, si vous voulez, on est vraiment dans, voilà, je dirais qu'on est dans ce que les choses s'appellent la casuistique. La Voilà. casuistique, ouais. Il n'y aura pas une théorie générale, ça sera vraiment du cas par cas Mm. avec les lignes directrices que je viens d'indiquer. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question et que ça a été suffisamment clair. Oui, je vous Merci beaucoup. remercie pour votre intervention. Ouais. Merci beaucoup, maître. Alors, il nous reste 4 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions des participants, vu qu'il y a trop de questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Si vous avez des questions, c'est le moment. D'accord, Euh, je pense qu'on va laisser même le micro ouvert. Donc, si vous voulez désactiver votre micro et poser la question directement, n'hésitez pas. oui, oui, oui. Je vois Annie, je vois Angeline, je vois Aline, Abigail, Olivier, Cynthia. Oui, Yoni. Oui, oui, je voulais saluer Maître Yvon parce que je ne savais pas qu'il était là. Donc, bonjour, cher Yvon. Euh, Oui, bonjour Yvon. je,
Je voulais poser une question sur... je reviens sur les Saintes Écritures parce que c'était l'objet de l'ordre du jour. Hmm. Si on modifie un petit peu les... Ah oui, voilà, sur l'interprétation, quand tu disais l'œuvre dérivée. Alors, il me semble hein, que en droit du copyright, dans les droits anglo-saxons, il me semble qu'il n'y a pas, mais tu me corrigeras, hein, Christian, et peut-être aussi Yvon, il me semble qu'en droit du copyright, il n'y a pas de droits moraux, ou alors ils sont vraiment limités au droit de paternité. Et il me semble qu'on peut tout à fait créer une œuvre dérivée sans l'autorisation de l'auteur. Et je me demandais si c'est vraiment le cas, vous allez me le confirmer. Mais du coup, une chanson qui a été créée en anglais, une chanson de Hillsong, par exemple, est-ce que je peux la reprendre en français sans avoir à demander l'autorisation de ceux qui ont écrit les paroles et ceux qui ont composé la musique? Parce que si je reprends la mélodie telle qu'elle, mais traduite en français, est-ce que je peux faire une œuvre dérivée sans demander leur autorisation, sachant que leur chanson est protégée par le copyright et non pas par le droit d'auteur? Alors, moi, j'apporte un premier élément de protection, de, de réponse. Alors, il y a, en principe, ce qui va se passer, c'est que le copyright reconnaît également le droit moral, pas dans son approche virulente et euh, euh, protectionniste euh, telle qu'on la connaît en droit français, mais dans le copyright américain, il y a également du droit moral, peut-être pas de manière aussi importante. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre, par exemple, de Hillsong, on retombe toujours en fait sur cette question-là de rattachement d'une œuvre nouvelle à une œuvre préexistante. Même si on reprend les mélodies d'une chanson qui a été faite dans une autre langue, au-delà des frontières, en fait, la protection va exister. Sinon, on n'aurait pas eu le problème avec, pour ne pas le citer, l'affaire Soul Makossa de Michael Jackson et Manu Dibango. Je sais même pas si tu vois un peu là où je veux en venir. C'est-à-dire, ou même les cas Phil Collins et autres à l'époque, c'est la frontière n'est pas un problème, j'ai envie de dire. À D'accord. partir du moment où l'œuvre est originale et que on reconnaît la possibilité de protéger sur un territoire une œuvre qui a été créée ou qui a été diffusée dans un autre pays, à ce moment-là, le sujet se pose de manière pleine et entière, en fait. On ne va pas se limiter au fait qu'il s'agit d'une œuvre qui a été créée par les États-Unis, donc aux États-Unis, donc protégée par le copyright. Si cette œuvre-là est utilisée dans un pays d'un système de droit d'auteur, droit voisin. Parce que dans les États qui ne sont pas du copyright, il est possible justement, en raison du droit international privé du droit d'auteur, de reconnaître une protection, d'attribuer une protection à ces œuvres-là, même si elles sont des œuvres anglo-saxonnes. Voilà. Donc la problématique va se poser, hein, et même dans le texte que j'ai cité tout à l'heure de la loi que j'ai pas voulu indiquer, il est reconnu que des œuvres qui ont été créées à l'étranger bénéficient d'une protection sur le territoire concerné. Donc forcément, on ne précise pas dans quel territoire ça a été fait. C'est dès lors que l'œuvre a été créée et est originale sur un territoire, la protection, elle va bénéficier d'une sorte de réciprocité en fait de protection. Voilà. C'est pas un peu comme la démarche en matière de marque où il faut, pour les marques internationales, viser le territoire d'application. Là, c'est en matière de réciprocité, en fait. Si on peut revendiquer une protection sur un territoire, alors ça s'applique qu'il y ait eu traduction ou pas. Si on arrive à démontrer justement qu'il s'agit d'une œuvre originale qui a été reprise sans l'autorisation de son auteur. D'accord, merci beaucoup. De rien, c'est moi. Alors, il est 21h31 minutes. Maître Yvon peut compléter quelque chose parce que, oui, Maître Capolo, oui. est-ce que tu permets que je complète ta réponse? Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, oui, alors pour compléter ta réponse, je dirais que concernant le droit patrimonial, euh, donc pas le droit moral, concernant le droit patrimonial, il n'y a aucune difficulté, donc c'est reconnu dans les deux systèmes. Mhm. Et on peut même dire, alors tu parlais des œuvres étrangères, hein,
depuis l'accord ATIC, donc voilà, pour les non-juristes, qui est un accord qui a été conclu dans le cadre de l'OMC, les États-Unis ont adhéré à la Convention de Berne, donc qui reconnaît la protection au niveau international. international de toutes les créations, avec une précision importante qui donne toute sa pertinence à la question de Yoni. Yoni. C'est que, à la demande des États-Unis, il a été indiqué que tout le monde adhère à la Convention de Berne, sauf l'article qui concerne le droit moral, ce qui permet aux États-Unis de ne pas adopter le droit moral, surtout pas tel que il est protégé dans le système français. Néanmoins, il y a plusieurs lois d'État américains, pas la loi fédérale, mais plusieurs lois d'État américains qui ont adopté le droit moral et comme tu le disais, Christian, un droit moral limité, donc au droit à la paternité et au droit au respect. Alors qu'en droit français, c'est bien plus large, on a d'autres prérogatives. Voilà ce que je voulais ajouter pour compléter. Merci, Yvon. Alors, merci beaucoup à tous. Il est 21h33. Je vais repasser la parole à Cédric et puis vous remercier vraiment chacun d'avoir tenu ces 1h33 minutes. J'espère que je ne vous ai pas trop gavé avec Exactement. Nous, tout on a ça. été, alors nous, on a appris énormément. Je ne suis pas juriste, plutôt financier, mais j'ai tellement appris. Merci à chacun de vous, à tous les sachants et les maîtres qu'on avait autour de ce sujet-là, qui est complexe, hein, voilà, qui, je pense, en fonction du public, encore mérite, je pense, davantage d'éclaircissements. Il y aura toujours des questions autour de ces sujets-là, mais je pense que c'est déjà une très bonne initiative d'aborder, de le lancer, d'ouvrir en tout cas ces sujets-là. Ça peut toujours amener à avoir d'autres questionnements, à avoir d'autres réactions. Mais je pense qu'on a quand même ouvert quelque chose d'assez intéressant, Maître Christian. Et voilà. Donc, on verra la suite. Pour ne rien vous cacher, on a pour vision, en tout cas ambition, sur cette année de mettre quelque chose en place, surtout pour les personnes à Paris. Pourquoi pas une conférence, pourquoi pas quelque chose en présentiel avec des ateliers bien pensés dans Paris. Donc tout ça, on vous tient au courant également. Bien sûr que ça sera diffusé à l'international pour toutes les personnes qui sont en Afrique, en Amérique, etc. Tellement ce sujet-là, je pense, touche beaucoup plus de pays, en tout cas, la cible est beaucoup plus grande que la cible parisienne ou française uniquement. Donc tout ça, on se réserve hein, de mettre tout ça en place et de revenir vers vous également pour mettre en place tous les acteurs au sens large de la musique, hein, gospel, pas que, des producteurs, des juristes, voilà, des arrangeurs, etc., pour avoir vraiment une vision sur une journée entière de toutes ces questions-là qu'on peut avoir autour de la musique, du gospel, de l'improvisation, du plagiat, etc. Voilà. Donc, on vous remercie énormément. Merci encore à chacun pour votre participation et désolé pour les 5 minutes en plus. Voilà, tout ça sera mis en place. Oui, les enregistrements seront disponibles ensuite sur YouTube. On va les retravailler, couper quelques parties et on va les mettre à disposition sur la chaîne YouTube de Gospel Experience. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets juste en commentaire, hein, vous allez voir le nom de la chaîne sur laquelle va se retrouver à la fois la session qu'on a eue en février, oui, parce qu'il y a une session numéro 1 avec d'autres questions également qui ont été posées et également celle-là. Donc, tout ça va être disponible. Et on pense également à les formater, à les mettre, pardon, sous format podcast aussi, pourquoi pas, pour que Spotify, tout ça, on ait en tout cas un public assez large autour de ces problématiques. Voilà, donc on vous remercie. Merci encore à chacun de vous. Je ne cesserai de me répéter. Je n'ai pas pu mettre ma caméra là, parce que voilà. Mais voilà, on vous remercie énormément pour votre présence, pour votre participation sur ces 2 sessions. Et voilà. Maître Christian, je te laisse terminer le mot de la fin, quelques derniers mots pour tout le monde, et puis je te laisse conclure comme ça. Yes, alors en tout cas, merci beaucoup à chacun. J'espère que la session n'a pas été trop pénible pour chacun de vous. Et un grand merci à TGE pour cette lucane là. C'est un sujet qui n'est pas facile, qui est très intéressant. Et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres occasions pour en discuter. Merci très chaleureusement à Yoni en tant que codiciaire et à Maître Yvon aussi pour leur soutien dans ces différentes réponses parce que bon, ce sont des spécialistes de l'API, donc c'est toujours intéressant d'avoir
des points de vue et vous vous rendrez très bien compte que le droit d'auteur, c'est pas figé, hein. Il y a toujours des approches de contradiction, de support, voilà, c'est un droit qui se construit. Et j'espère qu'il y aura des sessions justement qui permettront de revenir sur des détails beaucoup plus pragmatiques. Merci en tout cas à chacun et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis un bon début de semaine. À Merci très bien à tous. vite. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt.